Je m'appelle Julian Rivers. J'ai 31 ans, et s'il y a une vérité que j'ai apprise à mes dépens, c'est bien celle-ci: vous pouvez consacrer chaque once de vous-même à quelque chose, à quelqu'un, même à une famille entière, tout en étant traité comme un étranger à votre propre table. Je pensais que le mariage était une question de sacrifice. Je pensais qu'il s'agissait de se montrer même quand on n'avait plus rien à donner. Il s'avère que l'amour ne signifie pas saigner pour quelqu'un qui ne vous propose même pas de pansement. Talia, ma femme, était l'élégance incarnée. Elle venait du genre de famille qui avait des portraits multigénérationnels au-dessus des cheminées en pierre et des noms de famille qui leur valent d'être membre d'un country club. Son père, Gerald Byrne, ne m'a jamais aimé. Je n'étais pas de leur genre. J'étais l'enfant qui a grandi en réparant des vélos dans un garage d'une petite ville, qui a fait ses études et n'a pas hérité d'un héritage, juste de dettes. Il m'a regardé et a vu de la rouille là où il attendait de l'or. Mais Talia, elle m'a choisi quand même, ou du moins je le pensais. Monica, sa sœur cadette, s'est vue remettre tout, des cartes de crédit, des stages qui ont mené à des emplois qu'elle n'a jamais gagnés. Elle était adorée, célébrée, placée sur un piédestal si haut que même la gravité détournait le regard. Quand elle a voulu aller à la faculté de droit, je suis intervenu tranquillement, j'ai pris en charge les frais de scolarité. Lorsque le fonds en fiducie de Gerald a atteint son plafond de manière inattendue, pas une fois par trimestre, je ne voulais pas d'éloges, je croyais simplement que nous étions tous une équipe, une famille. Le toit de Gerald s'est effondré pendant la tempête il y a 2 hivers. Talia a pleuré au téléphone en disant qu'elle s'inquiétait pour lui. Le lendemain, j'ai envoyé des entrepreneurs et payé la facture avant même que le premier bardeau ne soit retiré. Ensuite, il y avait la boutique de Talia, un de ses rêves depuis l'université. Je l'ai regardé dessiner des dessins sur des serviettes, rêver. Entre les réunions, j'ai utilisé mon bonus destiné à nos économies pour constituer son inventaire, payer les frais de domaine, couvert ses 6 premiers mois de loyer, construit le site web moi-même, entre la gestion des appels des investisseurs et mes propres délais. Chaque fois que je la voyais emballer les commandes avec fierté, je me disais que ça valait le coup, car c'est ça l'amour, donner, soutenir, choisir l'équipe plutôt que soi. Mais tout cela a changé lors de ce dîner. Nous étions assis à leur longue table en chaîne où chaque repas ressemblait plus à une évaluation qu'à une réunion. Monica revenait tout juste de sa retraite de droit à Aspen. Gerald buvait un scotch, ses boutons de manchette captant la lumière des bougies. Talia avait l'air radieuse de cette manière intemporelle qu'elle avait toujours lorsque sa famille était là, posée, polie, douloureusement parfaite. Je ne me souviens même pas de ce qui a provoqué cette explosion. Peut-être ai-je osé proposer de budgétiser différemment la rénovation du domaine. Peut-être que j'ai dit non à un autre prêt. Mais tout à coup, Gerald a claqué sa main sur la table, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: « Tout ce que vous faites, c'est prendre. Vous n'avez jamais rien donné à cette famille. » La pièce devint silencieuse. Le scotch dans ma gorge me brûlait, mais pas autant que les mots. J'ai regardé Talia. Sa bouche était serrée, je restais ferme, mais ensuite elle hocha la tête juste une fois, comme si un verdict tombait. « S'il te restait un peu de fierté, Julian, » dit Gerald d'une voix basse et pleine de détermination, « tu partirais. » J'ai attendu que quelqu'un prenne la parole, que Monica dise: « Ce n'est pas juste que Talia me tende la main, même sous la table. » Mais rien n'est venu. Je me sentais comme un étranger assis dans ma propre vie, comme si j'étais entré dans une pièce de théâtre à mi-chemin et que j'avais oublié mes répliques. Je n'étais pas en colère, je n'avais même pas le cœur brisé. J'étais creux, vide, de cette manière effrayante que l'on ressent seulement lorsque les gens que vous pensiez être votre monde vous montrent à quel point vous avez joué un petit rôle dans le leur. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je me suis levé. Pas de voix élevée, pas de porte claquée, pas de dernier appel à la dignité. J'ai laissé mon assiette à moitié pleine, mon vin intact, ma chaise légèrement reculée. Je suis monté à l'étage avec un petit sac contenant l'essentiel, rien de plus, et je suis redescendu dans une pièce pleine d'yeux qui ne me suivaient pas. Personne ne bougeait, pas même elle. Je n'ai pas dit au revoir, parce que tu dis au revoir seulement aux gens qui se soucient de ton départ. Alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai réalisé quelque chose: je n'avais jamais vraiment eu ma place dans cette maison. J'étais l'invité de mon propre mariage et j'avais finalement quitté. Je n'ai pas crié, je n'ai pas lancé d'objet. Il n'y a eu aucune sortie mélodramatique, aucun discours sur tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais donné. Ce genre de performance n'aurait fait que nourrir leur récit que Julian, l'étranger instable, a finalement claqué. Au lieu de cela,
je suis devenu silencieux, le genre de calme qui vient après des années passées à parler dans un vide émotionnel et à ne recevoir que des hochements de tête passifs en retour. Cette nuit-là, je me suis rendu dans un hôtel bon marché à la périphérie de la ville, je me suis garé dans un terrain de gravier, j'ai monté les escaliers avec un seul sac de sport et je me suis allongé sur un lit qui sentait l'eau de Javel et les vieilles télécommandes de télévision. J'ai regardé le plafond jusqu'à ce que le soleil se lève. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé 5 emails, chacun court, clair et chirurgical. La première s'adressait à mon comptable, suspendait tous les paiements récurrents liés au foyer brûlé, avec effet immédiat. La seconde à mon avocat, Victor. Nous devons revoir toutes les obligations financières communes de manière discrète et stratégique. Troisièmement, la société de location de la voiture de Gérald que j'avais co-signée par bonne volonté familiale. Cette bonne volonté a expiré. Quatrièmement, le bureau financier de l'université de Monica. Je payais ses frais de scolarité directement sous mon nom. Je les ai informés que je ne serais plus responsable des paiements futurs et j'ai révoqué toute carte enregistrée. Et enfin, un petit mémo interne à mon équipe. Je travaillerai à distance pendant les prochains mois, en transition de Los Angeles à Seattle. Toute correspondance reste inchangée. C'était tout, pas de discours, pas d'explication, juste une absence. Je n'ai bloqué personne, je n'ai rien annoncé, j'ai juste disparu. Je pensais que peut-être que quelqu'un le remarquerait. Peut-être que Talia enverrait un message ou que Monica appellerait. Même Gérald, malgré son dédain, pourrait envoyer un message pour demander où se trouverait le prochain contrôle. Mais rien n'est venu. Les jours passèrent, puis les semaines, le silence. C'est drôle comme les gens n'appellent pas quand l'argent s'arrête, pas pour demander si tu vas bien, pas pour vérifier si tu vas bien, juste pour garder le silence. Et dans ce silence, j'ai commencé à respirer. J'ai trouvé un petit loft à Seattle, parquet, une fenêtre avec vue sur le port. Si je tends le cou, rien d'extraordinaire, rien de prévu pour quelqu'un d'autre que moi. Je l'ai meublé d'occasion, un vieux canapé en cuir avec une égratignure sur la coudoir, une bibliothèque qui penche légèrement vers la gauche, une bouilloire qui sifflait juste un peu trop fort, mais c'était la mienne. Pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de vivre comme si je devais quelque chose à quelqu'un. Et puis, 2 mois plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Monique. L'identification de l'appelant vacilla sur l'écran comme un fantôme. J'ai oublié que j'avais encore économisé. Je l'ai laissé sonner. Je ne voulais pas entendre sa voix, pas encore, pas avant d'être sûr de ne pas céder. Mais elle a laissé un message vocal. Sa voix tremblait. Julien, je viens de recevoir un avis. Mes frais de scolarité n'ont pas abouti. Je ne comprends pas, êtes-vous d'accord? Ce qui se passe. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis le deuxième appel est arrivé, Talia. Son ton n'était pas doux, il n'était pas inquiet, il était aigu, furieux. Pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque? Cria-t-elle. Je viens de recevoir un avis d'expulsion. Essayez-vous de m'humilier? Pas nous, moi. Cela a toujours été le point important, son image, son monde, son contrôle. Je suis resté assis avec mon téléphone à la main pendant 10 minutes complètes. Je n'ai pas rappelé, je n'ai pas envoyé d'essai, je n'ai pas épanché mon cœur. J'ai envoyé un seul texte, une phrase, pas de ponctuation, pas de pensée chaleureuse. Je n'ai jamais rien donné à cette famille. C'était tout. Personne n'a répondu. J'imagine que Monica, paniquée, a appelé son école, peut-être pleuré à son conseiller, peut-être essayé de contacter Talia, qui était trop occupée à me blâmer pour réaliser que la structure qu'elle avait construite n'était pas une maison, c'était un échafaudage, et je suis juste sorti de dessous. Ils ont toujours dit que je n'avais jamais donné assez, mais la vérité est que je leur ai tout donné, mais pas d'une manière qui méritait des applaudissements. J'ai donné doucement, sans être vu, jusqu'à ce que je m'arrête, et quand je l'ai fait, leurs fondations se sont fissurées. Le silence n'était pas cruel, c'était la clarté, et pour une fois c'était le mien. Seattle ne m'a pas accueilli en fanfare mais avec un calme, celui qui vous serre les os et vous fait réaliser à quel point votre vie était bruyante. Fini les claquements de porte, fini les silences pointus lors des dîners à dos de chameau, fini les discussions familiales passives et agressives, juste le bourdonnement de mon ventilateur de plafond, la mouette occasionnelle et le ruisseau de parquet qui n'avait aucun souvenir de qui j'avais été avant mon arrivée. Mon nouveau loft était petit mais il était honnête, un matelas sur une structure en métal,
un bureau que j'ai trouvé dans une casse et un simple fauteuil qui penche légèrement vers la gauche lorsqu'on y reste assis trop longtemps. Ce n'était pas du luxe, ce n'était pas organisé, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de vivre selon les attentes de quelqu'un d'autre. Je cuisinais mes propres repas, simples, œufs, riz, poulet grillé. J'ai arrêté de sauter le petit déjeuner. J'ai recommencé à courir tôt le matin, lorsque le brouillard enveloppait les trottoirs et que le monde se sentait encore indécis. Et j'ai vraiment dormi au pas de remue-ménage, non, me réveillant le cœur battant d'un rêve dans lequel Gérald me réprimandait autour d'un café. Mon corps avait enfin de la place pour expirer. Pendant ce temps, leur monde commençait à s'effondrer. Monica était le premier domino. Sa faculté de droit n'avait pas reçu de cours pour le nouveau trimestre et lorsqu'ils l'ont contactée, elle a paniqué. Elle n'avait jamais demandé d'aide financière. Pourquoi le ferait-elle? J'étais son aide financière, son filet de sécurité. Quand ce fil s'est rompu, elle s'est démenée. J'ai entendu dire par une connaissance commune qu'elle avait été suspendue pour non-paiement, qu'elle avait essayé de transformer cela en une affaire de santé mentale. L'histoire changeait selon qui écoutait. Vint ensuite Gérald, l'homme qui m'avait autrefois fait la leçon sur la discipline et l'héritage, a fait reprendre possession de sa Lexus devant la pelouse bien entretenue de son voisin. Il l'avait louée sous son nom, mais j'étais co-signataire, couvrant discrètement les paiements. Pour garder les choses simples, je suppose que ce n'était plus simple. Je l'imaginais criant après le conducteur du remorqueur, le visage rouge, et bafouillant à propos de l'honneur de la famille pendant que les voisins regardaient à travers les stores. Et puis Talia, ma femme, la conservatrice des images, la bâtisseuse de façade. Sa boutique s'est effondrée quelques semaines après mon départ. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais souscrit jusqu'à ce que je voie la publication de fermeture du magasin sur son Instagram, enterré entre des publicités sponsorisées et de vieilles photos d'assiettes de brunch. Les commentaires étaient pleins de sympathie, d'amis et d'influenceurs lui souhaitant du courage, priant pour un retour. Aucun d'entre eux ne savait que l'entreprise avait été bâtie sur l'hémorragie silencieuse et régulière de mon compte. Aucun d'eux ne savait que c'était moi qui entretenais les lumières, qui payait le loyer, qui absorbait silencieusement tous les frais d'expédition, chaque renouvellement de domaine web, chaque lot de papier d'emballage qu'elle avait importé de France. Les appels sont arrivés par vagues après ce traître lâche et égoïste. Les mots de Talia n'étaient même pas originaux, ils n'étaient que des échos répétés de ceux de son père. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car quelque part entre le silence et l'effondrement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à recommencer, Ria. Elle avait été mon assistante à l'époque où j'essayais de jongler entre les réunions d'affaires, les dîners de famille et le suivi des expéditions de nuit pour la boutique de Talia. Mais elle était plus qu'une assistante. Ria était calme, fougueuse, vive, précise, jamais outrepassée, mais toujours présente dans les moments où je ne réalisais pas que j'étais en train de craquer. Quand j'ai quitté Los Angeles. Elle n'a pas posé de questions, elle a juste ajusté le calendrier, transféré les appels, m'a envoyé une liste d'appartements meublés et s'est assurée que ma séparation du ménage brûlé n'interrompait pas les opérations commerciales. Elle n'a jamais dit « je te l'avais bien dit », ne s'est jamais réjouie, elle a juste dit « c'est bon de se reposer maintenant ». Et je l'ai fait. Ria m'a également aidé à trier les finances. Elle a passé au peigne fin tous les paiements que j'avais effectués à la famille Byrne, article par article, date par date, les réparations du toit de Gérald, les factures de scolarité de Monica, les dépenses de boutique, et même les locations de vacances que j'avais tranquillement couvertes sous couvert de voyage d'anniversaire. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas une question de drame, c'était une question de clarté. Nous avons construit une feuille de calcul propre, étiquetée et documentée, preuve de chaque sacrifice silencieux qu'ils n'ont jamais reconnu. Je ne l'ai pas posté, je ne l'ai pas envoyé par email, mais il existait. Et d'une manière ou d'une autre, le simple fait de savoir qu'il existait m'a donné l'impression d'avoir récupéré quelque chose, mon temps, mon énergie, ma vérité. Je n'étais pas égoïste, je n'étais pas un lâche, je n'étais pas un traître. J'étais enfin libre et pour la première fois, je n'avais pas besoin qu'ils le sachent. Ils disaient toujours que j'étais le fantôme de leur famille, à peine vu, sans jamais vraiment y appartenir. Alors quand je suis parti, c'était tout à fait approprié, je les hantais avec rien d'autre que le silence. Pas de message vocal en colère, pas de confession télévisée, juste une absence. Et en cette absence, la vérité a fleuri comme de la mauvaise herbe dans les fissures de leur trottoir parfait. Cela a commencé tranquillement, avec des murmures et des discussions de groupe avec la famille élargie. Techniquement, je faisais toujours partie du cousin de Talia.
Hassan m'a envoyé un message privé, pas de prétention, pas de prise de parti, juste 3 mots, je comprends. Cela signifiait plus que quiconque ne pouvait l'imaginer. Hassan avait assisté au dîner, celui où Gérald m'a abattu comme une bête ratée. Il n'a pas parlé, pas à ce moment-là, mais ses yeux ont clignoté lorsque Gérald a aboyé que je n'avais jamais rien donné à cette famille. Désormais, les chèques n'arrivant plus, même les plus dorés commençaient à ternir. J'ai entendu dire que Monica avait lancé un GoFundMe, pas spécifiquement pour l'école. C'était formulé astucieusement, des difficultés inattendues, une vie autrefois stable déraillée par une trahison, aidez-moi à reconstruire. Il y avait une photo d'aspect professionnel d'elle souriant doucement devant une bibliothèque, ses cheveux astucieusement ébouriffés, et une légende qui la faisait ressembler à une victime d'un scandale, pas à l'architecte d'un effondrement. Elle a récolté près de 12 000 $ en 3 jours. La section des commentaires était inondée d'anciens camarades de classe, d'amis en ligne, et même de quelques-uns de mes parents éloignés, qui me demandaient ce qui s'était passé. Elle est restée vague, difficulté familiale. Elle a écrit une trahison financière soudaine. Je ne citerai pas de nom. Et c'était mon signal. Je n'ai pas fait de rage, je ne suis pas allé en direct sur les réseaux sociaux ni écrit de post. J'ai simplement tout rassemblé. Ria et moi avons passé 2 nuits à fouiller d'anciens relevés bancaires. Nous avons comparé les dates avec les factures de scolarité de Monica, croisé les coûts de démarrage de la boutique et récupéré la copie numérique du chèque de 10 000 $ que j'ai envoyé à l'entrepreneur de Gérald. Quand son toit s'est effondré. Là, tout était clair comme le jour, la trace de la dette d'un homme qui était censé être en train de prendre. Ria a demandé, que veux-tu faire de tout ça? J'ai regardé le dossier que nous avions intitulé reçu sur mon bureau. Un cimetière numérique de chaque dollar dont ils avaient prétendu qu'il n'existait pas. Rien de public, dis-je. Mais si elle doit mentir devant des inconnus, elle devrait savoir que je l'écoute toujours. Ria m'a fait un demi-sourire. STLE Justice, j'aime ça. J'ai donc fait un commentaire anonyme sur GoFundMe de Monica. Une ligne, pas de nom, pas d'agression. Demandez-lui où sont passés les 80 000 $ restants. Je ne l'ai pas signé. Je n'ai lié aucune preuve, mais l'effet a été immédiat. Les commentaires se sont figés, puis se sont arrêtés. En quelques heures. La campagne était devenue privée et Monica a supprimé son Instagram pour la première fois depuis l'âge de 16 ans. Le fantôme avait parlé. Puis sont venus les textos, Monica en premier. Monica, c'était toi. Qu'est-ce que tu essaies de me faire? Je n'ai pas répondu. Monique. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? Toujours pas de réponse. Monica, tu es vraiment un lâche, Julien. Si tu voulais parler, tu aurais pu appeler. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. J'avais essayé de parler pendant des années. J'avais parlé du paiement des frais de scolarité et transféré des baux dans des fonds de lancement de boutiques. Ils n'ont appris à écouter que lorsque le silence s'est terminé. En conséquence, Talia a essayé ensuite. Talia, tu n'avais pas besoin de l'humilier. J'ai répondu, c'est drôle, personne ne s'en souciait quand j'étais humilié au dîner. Elle l'a lu, n'a jamais répondu, mais cela n'avait pas d'importance. La vérité était révélée, non pas parce que je voulais les détruire, mais parce que je n'allais plus être effacé. J'en avais marre d'être l'investisseur silencieux dans une famille qui me traitait de parasite. S'ils voulaient réécrire le passé, ils devraient au moins trébucher sur les notes de bas de page que j'ai laissées derrière moi. J'ai gardé les reçus, non pas pour me venger mais pour valider, pour moi, pour me rappeler que je n'étais pas fou, que je ne réagissais pas de manière excessive ou que j'imaginais le déséquilibre. C'était réel, documenté, archivé, et chaque fois que j'ouvrais ce dossier, je me sentais moins comme l'homme qui sortait brisé de ce dîner que comme quelqu'un qui était enfin entré dans la lumière. Les fantômes n'ont pas besoin de vengeance, juste de reconnaissance. Et après toutes ces années à donner sans applaudissements. Je m'étais enfin donné la seule chose dont j'avais vraiment besoin, la preuve que je n'étais jamais le problème, juste le fournisseur. Et maintenant que j'étais libre, je n'avais pas l'intention de revenir en arrière. Je m'étais dit que ce chapitre était clos, brûlé, enterré sous les emails et les adieux tacites. Mais quand Victor a mentionné la maison sur la plage, celle que j'avais bêtement achetée sous le nom de Gérald pour bénéficier d'avantages fiscaux, j'ai fait une pause. Vous en êtes toujours propriétaire, dit-il catégoriquement en feuilletant les registres de propriété. Légalement, votre nom figure toujours sur l'acte. Ils ne l'ont jamais transféré. Bien. Sûr qu'ils ne l'ont pas fait.
Il pensait probablement que je continuerais à payer pour cela jusqu'à ma mort, ou que j'étais trop veule pour récupérer quoi que ce soit. Cette prise de conscience n'a pas déclenché de rage, mais a simplement résolu, calme, froid, clair. J'ai donc roulé pendant des heures à l'extérieur de Seattle, serpentant le long de la côte, l'océan bourdonnant bas et gris à côté de moi. Je n'avais pas vu cet endroit depuis presque un an. La dernière fois que Talia et moi y avions passé un week-end avec sa famille, grillant des steaks, buvant du vin cher, j'ai apporté, prétendant que les conversations n'étaient pas des mines terrestres. Cette fois, je n'ai pas apporté de vin. J'ai apporté un numéro d'avocat et une intention discrète de reprendre ce que j'avais construit. Avant d'atteindre la maison de plage, j'ai fait un détour par le domaine familial. Pas officiellement, mais mon argent vivait dans ces murs, le nouveau toit, le sol rénové, l'unité CVC mise à jour qui a coûté 11 000 $ après que le système obsolète de Gérald a finalement cédé. J'avais tout payé et maintenant la maison était en train de subir une procédure de saisie. J'ai garé 3 maisons plus loin, j'ai sorti la clé de ma poche, une copie que je n'avais jamais rendue, mon souffle s'est embué contre le pare-brise alors que je regardais le Porsche familier, maintenant tacheté de feuilles mortes, une pancarte à vendre par le propriétaire penché maladroitement dans la cour. À l'intérieur. Je les ai déjà entendus. Je les ai vus, probablement en train de bouder quelque part. La voix de Monica traversa le couloir. Son ton était décontracté, comme si elle parlait d'un verre renversé, et non d'un homme qui avait financé sa vie d'adulte. Ne vous inquiétez pas pour lui. Gérald répondit, ce garçon était toujours faible. Agir comme si l'argent faisait de lui un homme. Il ne supporte pas la vraie pression. Et puis, le pire, Talia. Elle a ri. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas maléfique, mais c'était sans effort, familier, comme si mon absence n'avait fait que libérer de l'espace pour plus d'air dans la pièce. Je me tenais devant, mes jointures blanches sur les touches. Je ne suis pas entré. Je suis parti, ni par peur, ni par tristesse. Je suis parti parce que j'ai réalisé quelque chose d'important, marché, et je ne voulais rien récupérer. Il ne me pleurait pas. Il me réécrivait, me transformait en caricature. Il devait continuer à respirer. Alors j'ai conduit jusqu'à la maison sur la plage et quand j'ai ouvert la porte, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de douleur, pas de nostalgie, quelque chose de plus léger, quelque chose comme de la dignité. L'endroit était intact, un peu poussiéreux, un peu froid, mais structurellement sain comme moi. Cela sentait le cèdre et le sel marin et les légers restes de vieille lessive pour linge. Je me tenais au centre du salon et écoutais les vagues. Pas de voix, pas d'accusation, juste le silence. J'ai sorti mon téléphone. « Victor, dis-je. Et commençons le processus de vente. » Enfin prêt à arrêter le saignement pour eux, a-t-il demandé. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la mer s'écraser contre le rivage. Je suis prêt à guérir. La vente a été facile, la maison avait de la valeur et personne ne pouvait contester ma décision. Cela prendrait 1 mois, peut-être 2, mais une fois la fermeture terminée, j'aurais plus que de l'argent. J'aurais la fermeture. Alors que je fermais la porte derrière moi, je me suis arrêté et j'ai regardé les murs, des éraflures blanches et lisses des chaises de plage. Nous avons traîné autour du petit trou de clous où Talia a accroché une pancarte de bienvenue faite à la main sur notre rivage. Elle a déjà commandé sur Etsy. Je n'avais jamais remarqué jusqu'à présent à quel point le R était unilatéral. Sur le chemin du retour je ne me sens pas triomphant. Architecte de mon propre retour. C'était tôt le matin lorsque j'ai envoyé le message. Je ne l'ai pas habillé ni essayé d'amortir le coup. Il n'y avait pas de formulation passive, pas de tentative voilée de diplomatie, juste une phrase claire dans la discussion de groupe de la famille Byrne, toujours étiquetée comme notre cercle restreint, même si ce nom avait toujours été creux, si je n'ai jamais rien donné à cette famille. Je te donne ce que tu as toujours voulu, la distance. Puis j'ai quitté le chat simple, définitif. Au moment où je suis sorti, mon téléphone n'a pas sonné, pas tout de suite, mais je l'ai imaginé, Talia lisant le message tout en remuant son café importé, Gérald grognant de désapprobation tandis que Monica criait quelque chose de manque de respect. J'ai imaginé leur visage. Je les imaginais essayant de faire défiler vers le haut pour retracer leurs pas, pour comprendre quelle ligne avait finalement été franchie. Mais la vérité c'est qu'ils l'ont traversée il y a des années. Ce dîner, ce n'était que la dernière poussée. J'ai bloqué tous les numéros qui leur étaient liés, celui de Talia, Monica, Gérald, même Janice,
La tante qui prenait toujours le parti de Gérald mais qui m'invitait quand même à un brunch. J'ai même bloqué quelques-uns de leurs amis, des gens qui ne me parlaient que lorsqu'ils avaient besoin d'un peu d'aide, comme si la générosité était quelque chose que je transportais dans une mallette, prêt à distribuer à leur convenance. Victor m'a appelé cet après-midi-là. « Vous en êtes sûr ?» a-t-il demandé. « Positif. Il va y avoir des retombées. » Je sais, et il y en avait. Le retour de Flamme a frappé plus vite que prévu. Gérald a dû parcourir toute sa liste de contacts en essayant de trouver quelqu'un qui pourrait me joindre. J'ai entendu des connaissances commerciales communes, certaines polies, d'autres insistantes, essayant de m'inciter à une réunion, à un appel, à n'importe quoi. Je les ai tous ignorés. Talia, désespérée, a commencé à m'envoyer des emails à partir de différentes adresses. Les lignes d'objets sont devenues de plus en plus déséquilibrées de jour en jour. Objet, parlez-moi. Sujet, vous gâchez tout. Sujet, voilà donc qui vous êtes vraiment. Mais je n'ai pas répondu parce que le silence n'était pas de la cruauté. C'était la réponse la plus honnête que je pouvais donner. Ensuite, les professeurs de Monica ont envoyé un email à la boîte de réception générale de mon entreprise. Un message est ressorti, « Julien, nous comprenons qu'il puisse y avoir des circonstances financières entourant le récent retrait de Monica. Si c'est un malentendu, veuillez nous faire savoir comment nous pouvons l'aider à revenir. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai envoyé à Ria, pour enregistrement. Aucune réponse nécessaire. Elle n'a pas posé de questions. Elle savait ce que signifiait réellement cet email. Il pensait toujours que j'étais la sécurité intégrée, le plan de secours, le portefeuille ambulant doté d'une conscience. Ils avaient tort. Je ne les ai pas interrompus par amertume. Je ne les punissais pas. Je redistribuais enfin mon énergie, tout comme j'avais redistribué l'argent de la maison de plage. La vente s'est conclue sans problème. Victor m'a télégraphié le paiement final. Et pendant un bref instant, j'ai gardé la somme sur mon compte, tentant, rayonnant de l'accumulation d'années de dons tranquilles. Et puis j'ai laissé tomber. J'ai fait don d'une part importante à un fonds de bourse pour les étudiants de première génération à faible revenu, des enfants qui me rappelaient moi-même à 19 ans, travaillant à temps partiel et mangeant des nouilles 5 soirs par semaine. J'ai mis en place une subvention annuelle au nom de ma mère. Elle n'a jamais dépassé le lycée, mais elle m'a appris à survivre dans la dignité. Elle méritait plus qu'une photo encadrée sur mon étagère. Ensuite, j'ai appelé une organisation à but non lucratif locale de bien-être à Seattle. Ria m'avait présenté un lieu axé sur le soutien émotionnel et l'autonomisation économique pour les hommes qui reconstruisent leur vie après un divorce, une trahison et un épuisement professionnel. J'ai financé leur expansion dans 3 autres villes. Talia l'a découvert. Finalement, quelqu'un a dû lui envoyer l'article. Lorsque l'organisation à but non lucratif a publié le point culminant de son donateur. Elle a tweeté au vaguement bien sur les narcissiques utilisant la charité pour masquer la cruauté. Il a reçu 4 likes. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas de la cruauté, c'était une correction, c'était un équilibre. Il s'était régalé de mon travail, de mon silence, de ma loyauté aveugle, et quand l'assiette était sèche, ils m'ont traité d'égoïste. Mais ils n'ont jamais vu le sacrifice. Ils n'ont jamais voulu. C'était la dernière vérité à laquelle je devais faire face. Ils ne détestaient pas ce que je faisais, ils détestaient ça. Je l'ai finalement fait pour moi. Et maintenant, avec les fonds réorientés, la maison vendue et chaque lien émotionnel coupé, je pouvais respirer. Pas les respirations superficielles de quelqu'un qui évite le conflit, mais des respirations profondes, en expansion et qui étirent l'âme, du genre qui viennent quand on sait qu'on ne doit rien à personne. Je leur ai donné de la distance et en retour j'ai obtenu la liberté. Ce n'était pas un commerce équitable. C'était mieux. La convocation tombait sur un papier beige épais, légal, lourd, froid. Je l'ai regardé longuement, laissant les mots s'installer. Avis de propriété aux enchères publiques à vendre en raison de prêts non résolus et de négligence financière, mon maigre, pour être précis. Je l'avais déposé il y a des semaines, tranquillement, avec l'aide de Victor. Ce n'était pas mesquin, c'était documenté, indéniable. J'avais versé des dizaines de milliers de dollars dans la succession, des arriérés de remboursement d'hypothèques, des rénovations cruciales, des plans de sauvetage de services publics que Gérald avait commodément qualifiés de contributions mineures sauf que maintenant, il n'avait rien de mineur. Talia a essayé de l'arrêter. Elle a appelé un nouveau numéro à partir d'un numéro débloqué.
J'ai deviné que sa voix était aiguë, empreinte de désespoir et de mépris. Vous mettriez vraiment votre femme à la rue, a-t-elle déclaré. Le mot épouse flottait dans l'air comme de la fumée. Le passé aurait été plus approprié. Elle a cessé d'être ma partenaire le jour où elle a hoché la tête face au mensonge de son père. Je n'ai pas répondu, j'ai juste raccroché. Le tribunal a parlé plus fort que jamais et pour une fois, la loi était de mon côté. Ils ont agi rapidement et ont accéléré le processus après avoir examiné ma documentation propre, mes factures signées et mes relevés bancaires. Pas de faveur familiale, juste des faits. La date des enchères était fixée au mois suivant. Et, oui, j'y suis allé, pas par cruauté, par clôture. Ce samedi-là, je suis arrivé tôt. Le ciel était couvert, les nuages se rassemblaient comme un public silencieux au-dessus de la propriété qui avait été la nôtre, même si je n'avais jamais été que locataire de leur royaume. Je me suis garé dans la rue et j'ai marché lentement vers la maison, comme si elle risquait de changer de forme si je clignais des yeux trop vite. La pelouse avait l'air fragile, décolorée, négligée, un contraste saisissant avec la perfection soignée qu'elle exhibait autrefois. Le porche autrefois intact s'est légèrement affaissé, la peinture s'est écaillée et les balustrades se sont desserrées. La maison se dégradait, non pas à cause du temps, mais à cause de mon absence, des fonds que j'y avais autrefois investis sans aucun doute. Les acheteurs arrivaient en masse, les investisseurs, les flippers, les jeunes couples attirés par une grande maison à un prix dérisoire. Certains avaient des presse-papiers, d'autres chuchotaient à leurs agents immobiliers, désignant les fissures à l'extérieur, comme des stratèges de guerre identifiant les points faibles. Et puis je les ai vus. Gérald se tenait près du bord de la pelouse, les bras croisés, ses yeux scrutant la foule avec une panique croissante. Talia était à côté de lui, portant des lunettes de soleil, même si le soleil n'avait pas montré son visage. Elle tenait son téléphone comme si c'était une arme. Monica les suivit, l'expression tendue et épuisée. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Gérald m'a repéré. Sa mâchoire verrouillée, il débordait de fureur à chaque pas comme si c'était toujours sa maison, son nom, son monde. Espèce de salaud ingrat. Il cracha, tu ne peux pas faire ça. Vous pensez nous donner une leçon. Tu penses que ça fait de toi un homme. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas bronché. J'ai simplement dit, vous m'avez dit que je n'avais jamais rien donné à cette famille, donc je reprends ce que j'ai payé. Ses narines se dilatèrent. Talia tendit la main vers lui et murmura quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Les enchères ont commencé quelques instants plus tard. Le responsable du comté se tenait dans l'allée avec un microphone attaché à sa boutonnière, lisant les détails de la propriété d'une voix monotone. La foule s'est penchée. Les enchères ont commencé, basses, hésitantes, comme si les gens attendaient la permission de détruire les restes de l'empire de quelqu'un d'autre. Ça grimpait régulièrement, 10 000 ici, 5, l'appui des seaux de vin, 30. Je n'ai pas enchéri. Je n'étais pas là pour récupérer la maison. J'étais là pour les voir perdre. Victor se tenait à côté de moi, un couple calme et illisible du Wisconsin, murmura-t-il, finissant par hocher la tête vers un jeune mari et une jeune femme se tenant la main, rayonnant. On dirait qu'ils l'ont. Et ils l'ont fait. Avec une dernière offre, le marteau frappa et la maison ne leur appartenait plus. Gérald s'enfonça dans une chaise de jardin en plastique. Quelqu'un avait laissé derrière lui. Pas un mot, juste le silence. Talia ne m'a pas regardé. Monica s'essuya les yeux et se détourna. C'était fini, pas seulement les enchères, l'illusion. Pendant des années, j'ai cru que l'amour, le véritable amour, signifiait avaler la fierté, financer la paix, être une personne plus grande jusqu'à ce que son dos se brise sous son poids. Mais debout là, entouré d'acheteurs, d'étrangers et des ruines de ce que je soutenais autrefois, j'ai réalisé quelque chose, ils n'avaient jamais voulu de moi. Ils voulaient seulement ce que je pouvais offrir. Et lorsque l'offre a cessé, leur version de la famille a fait de même. Alors je me tenais tranquillement au bord de la pelouse, respirant l'air teinté de sel de quelque chose de définitif, pas de vengeance, la restauration. Je me suis tourné vers Victor et j'ai hoché la tête, allons-y. Nous sommes partis sans regarder en arrière, parce que certaines maisons ne sont pas des foyers et certaines familles ne valent pas la peine d'être sauvées. La pelouse n'avait jamais vu autant d'étrangers, des voitures alignées des deux côtés de la rue, un mélange de modestes berlines et de SUV noirs brillants. Les voisins qui autrefois faisaient signe derrière les rosiers s'attardaient désormais sur leur porche avec des tasses de café et des conversations à voix basse, faisant semblant de ne pas regarder. Mais tout le monde regardait.
Ce n'était pas seulement une vente aux enchères de saisies immobilières, c'était du théâtre, un public démêlant la chute d'une famille qui avait passé des décennies à convaincre tout le monde qu'elle était intouchable. Et au centre de tout cela, la maison était immobile, la peinture écaillée, les volets fissurés, la lumière du porche qui vacillait mais était désormais éteinte. C'était un symbole, désormais une coquille d'héritage organisée enroulée autour du bois pourri. Je suis resté près du bord de la foule, pas caché, mais pas devant et au centre. Je voulais qu'ils me voient, non pas pour se réjouir, mais pour en être témoin, pour comprendre ce que cela m'a coûté de porter leur image pendant si longtemps, de payer en silence, de saigner sous leur toit et d'être traité d'égoïste pour avoir finalement disparu. Talia m'a approché avant le dernier tour d'enchères. Elle avait l'air différente. Sa confiance habituelle toujours taillée, polie et prête à photographier était effilochée sur les bords. Ses yeux étaient gonflés, le mascara à peine touché. Elle portait des chaussures plates au lieu de ses talons habituels. C'était la chose la plus humaine que je l'avais vue depuis des années. Et s'il vous plaît, ne les laissez pas le vendre, a-t-elle déclaré. Sa voix ne s'est pas élevée, elle n'a pas tremblé, elle est juste tombée à plat, vide. Nous pouvons arranger ça, Julian. J'ai incliné la tête. Nous, elle cligna des yeux. Tu n'es pas comme ça, tu n'as pas froid. Je l'ai étudié. Il fut un temps où j'aurais plié au son de sa voix, au léger pli entre ses sourcils, mais ce temps était révolu. Je suis exactement comme ça, dis-je calmement. Mais tu n'as juste jamais remarqué, elle tendit la main vers mon bras. Je ne me suis pas éloigné, mais je ne me suis pas approché d'elle non plus. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. On peut recommencer. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était surréaliste. Cette femme, qui autrefois restait silencieuse pendant que son père m'éventrait lors d'un dîner de famille, qui me regardait sortir et ne me suivait jamais, demandait maintenant grâce, non plus d'amour, mais de réconfort. Vous avez hoché la tête. J'ai dit, qu'est-ce que cette nuit-là? Tu as hoché la tête quand il m'a dit de partir, comme si tu l'avais répété, comme si cela avait du sens pour toi. Elle secoua lentement la tête, comme si elle pouvait se défaire. Tu ne sais pas ce que je ressentais. Elle a dit, tu as raison. J'ai dit parce que tu ne me l'as jamais dit. La voix du commissaire-priseur s'élève derrière nous pour annoncer le dernier appel d'offres. Julian, s'il te plaît, répéta-t-elle, la voix brisée. Maintenant, cette maison, c'est tout pour nous. Je ne me suis pas retourné. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as déjà tout perdu, dis-je. Vous ne l'avez tout simplement pas remarqué jusqu'à ce que l'argent s'arrête. Et sur ce, je me suis retiré. Victor entra, presse-papier à la main, confirmant la transaction. Le couple du Wisconsin, les yeux brillants, excités, a serré la main du commissaire-priseur qui parlait déjà de rénovation et d'aménagement paysager. Ils n'avaient aucune idée de l'histoire derrière les murs, ou peut-être qu'ils l'avaient. Peut-être qu'ils avaient lu les bavardages du quartier, entendu les chuchotements, mais cela n'avait pas d'importance. La maison n'était plus sacrée, c'était une propriété. Gérald se tenait près du trottoir, les bras croisés, les joues rouges, comme si la simple volonté pouvait défaire la voile. Il ne m'avait pas parlé de la journée, mais alors que la foule commençait à se disperser, il s'avança vers moi d'un pas lent et laborieux. « Vous pensez que cela vous rend fort ?» dit-il. Sa voix était rauque et fatiguée, « prendre ce qui ne t'appartient pas. » J'ai regardé devant lui vers la fenêtre fissurée du deuxième étage, l'ancienne chambre de Monica. Je me souviens avoir réparé son radiateur en plein hiver lorsque le réparateur ne s'est pas présenté. Mais personne ne m'a remercié pour cela. Ils ne l'ont jamais fait. Cela m'appartenait, ai-je dit. Mais tu ne voulais juste pas l'admettre. Il secoua la tête. Vous avez détruit cette famille, ai-je souri faiblement. Non, j'ai juste arrêté de financer l'illusion. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis toutes les années que je le connaissais, il avait l'air petit, pas seulement vieux, dégonflé, comme un ballon qui avait passé trop de temps à faire semblant d'être une montgolfière. Il se tourna et s'éloigna. Monica se tenait sur le porche, les bras croisés, les yeux rouges et se mordant la lèvre inférieure. Elle ne parlait pas, se contentait de regarder. Elle m'a regardé comme quelqu'un regarde un tableau. Cela signifiait quelque chose, jusqu'à ce qu'il réalise que ce n'était que des coups de pinceau. La vente était terminée, l'acte signé, le domaine ne leur appartenait plus. Je suis resté seul quelques minutes après que tout le monde soit parti, la brise tirant doucement sur mon manteau.
La maison projetait de longues ombres sur la pelouse. Et pour la première fois, je ne me sentais pas petit devant elle. Je me sentais égal, peut-être même plus grand. Thalia m'avait regardé comme si j'étais quelqu'un de nouveau. Mais je n'étais pas nouveau. J'étais enfin visible. Elle avait passé des années à sculpter une version de moi qui était sûre, prévisible, auto-effaçable. Et quand cette version est morte, ils ont appelé cela une trahison, mais j'ai appelé cela une résurrection. Alors que Victor et moi nous dirigions vers la voiture, il a posé une main sur mon épaule. « Vous êtes libre maintenant, dit-il. »« Non, » répondis-je en jetant un nouveau coup d'œil à la maison derrière nous. « J'ai toujours été libre, j'ai juste oublié. » Et ça, ce n'était pas une vengeance, c'était un souvenir. J'ai déménagé à Portland un jeudi, pas de grand départ, pas d'annonce. J'ai emballé ce dont j'avais besoin à l'arrière d'un SUV de location, j'ai laissé le reste derrière moi et j'ai roulé vers le nord avec rien d'autre qu'une playlist à laquelle je n'avais pas touché depuis des années et le genre de silence qui ne fait l'écho qu'il absorbe. Mon nouvel appartement était modeste, un 2 pièces niché au-dessus d'une boulangerie qui ouvrait à 6 heures du matin. Chaque matin et a rempli le bloc avec le pêcher de la cannelle et de la montée du pain. Respiration. Surveiller, pas d'appel téléphonique à prévoir, pas d'alerte de découvert, liée au rêve des autres. Et lentement, le poids a commencé à glisser. Au début, c'était subtil. J'ai commencé à me réveiller sans ce gros nœud dans ma poitrine. J'ai passé des jours sans vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle. Mon sommeil s'est approfondi, mon appétit est revenu. J'ai commencé à faire de longues promenades dans mon quartier. Pas de destination, juste du mouvement. J'ai rédigé un journal le matin. Rien de profond, juste de petites observations. Comme les scones de boulangerie sentaient bon, comme les feuilles dansaient dans le vent comme si elles ne portaient rien de plus lourd que leur propre forme. Il n'y avait aucune excuse dans ce silence, mais il y avait la paix. Et puis, juste au moment où je pensais que le passé s'était définitivement calmé, la lettre est arrivée. Ce n'était pas dans une enveloppe, juste une seule feuille de papier blanc cassé coincée entre un magazine et une annonce d'épicerie dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture manuscrite, serrée, inclinée et trop formelle, Monica. Il disait, « Julian, je comprends maintenant. Je suis désolé, c'était tout. » Pas de signature, pas d'explication, pas de grand geste. J'ai regardé le message pendant un long moment, assis sur le bord de mon canapé, le papier en équilibre sur mes genoux. Mon premier réflexe a été l'incrédulité. Était-ce une blague? Une tactique de manipulation déguisée en humilité, mais l'écriture ne mentait pas et la simplicité non plus. Elle ne demandait pas d'argent, elle ne se défendait pas, elle reconnaissait simplement. L'espace d'une seconde, j'ai senti un tiraillement dans ma poitrine, le vieux réflexe, celui qui voulait se fixer pour répondre au strict minimum de décence, avec un flot de générosité. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas pris mon téléphone, je n'ai pas écrit de réponse. Au lieu de cela, j'ai soigneusement plié la note, je l'ai glissée au dos de mon journal et j'ai fermé la couverture. Je n'avais pas besoin de l'encadrer. Et je n'avais certainement pas besoin de l'encadrer. Le pardon, j'avais fini par l'apprendre, ne signifiait pas reconstruire le pont. Cela signifiait ne plus se tenir au bord, regarder les planches et se demander pourquoi on était le seul à porter des clous. Cela signifiait dire c'est assez loin et le penser. Cela signifiait trouver la paix, non pas dans les retrouvailles, mais dans la retenue. Je ne détestais pas Monica, je ne détestais même pas Gérald. La haine implique qu'il y a encore un lien émotionnel, encore quelque chose à brûler. Ce que je ressentais, c'était la distance, et cette distance, pour la première fois, était sacrée. J'ai fait une randonnée ce week-end, un sentier juste à l'extérieur de la ville, pas difficile mais assez raide pour me faire mal aux jambes. Le lendemain. Au sommet, il y avait une clairière avec vue sur la vallée, verte, calme et pleine d'une sorte de calme que j'avais oublié que les villes pouvaient offrir. Je me suis assis sur un rocher et j'ai pensé à tout, à l'argent, au repas, aux factures des boutiques, aux sacrifices inavoués, au silence qu'on attendait toujours de moi mais jamais prolongé en retour. Et puis j'ai pensé aux petites choses qu'il avait remplacées, le scone que j'achetais désormais tous les vendredis matins. La vieille femme qui m'a fait signe de la tête à la boîte aux lettres comme si nous étions voisins depuis des années. La façon dont je ne répétais plus les disputes sous la douche. C'était la vie, maintenant non reconstruite, mais redécouverte. Quand je suis rentré à mon appartement, j'ai allumé une bougie, pas pour un rituel, juste parce que je voulais que l'endroit sente quelque chose de chaud.
J'ai préparé du thé, ouvert un livre, appuyé sur play sur une liste de lecture sans mines terrestres émotionnelles. Je n'ai pas vérifié une seule fois mon téléphone, non pas parce que j'ignorais qui que ce soit, mais parce que, pour la première fois depuis des années, personne n'avait de pouvoir sur le silence, et que c'était ça la liberté. Je n'y suis pas parvenu par vengeance ou par représailles. J'y étais arrivé en me choisissant délibérément chaque jour. Et maintenant, même lorsque le passé frappait à ma porte, tout ce qu'il trouvait, c'était un homme qui ne lui répondait plus. Il pleuvait la nuit. Je me suis finalement permis de rester assis et d'être simplement, de ne pas travailler, de ne pas reconstruire, de ne rien prouver. J'ai préparé une tasse de thé chaud, rien d'extraordinaire, juste du noir, avec un peu de citron, et je suis monté sur le balcon de mon appartement de Portland. La brume flottait dans l'air comme un souffle, suspendu dans le temps, accroché à la balustrade, trempant les toits lointains jusqu'à ce qu'il scintille. Ce n'était pas une tempête, juste une pluie silencieuse, du genre qui ne crie pas, ne déchire pas les arbres, mais qui reste présente, persistante comme un souvenir. J'étais assis, une main enroulée autour de la tasse, l'autre nichée dans la poche de mon sweat à capuche. Au-dessous de la ville résonnait le bruit occasionnel de pneus claquant dans les flaques d'eau, et un chien aboyant au loin. La boulangerie était fermée pour la nuit, son enseigne brillait encore faiblement sur le trottoir. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre la fermeture, des excuses, quelqu'un d'autre pour définir qui j'étais. Mon esprit revint à ce dîner, à la longue table en chêne, à la voix de Gérald comme un marteau, séparant la vérité de la fiction. Tout ce que vous faites, c'est prendre. Vous n'avez jamais rien donné à cette famille. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce moment allait diviser ma vie en deux. Avant le signe de tête, après le silence, le visage de Thalia est apparu dans ma mémoire, ni de colère, ni de chagrin, juste une absence, cette expression vide alors qu'elle était assise à côté de lui, son corps immobile et illisible, comme si elle avait déjà décidé que j'étais un fardeau qu'elle n'avait plus besoin de porteur. Peut-être qu'elle l'avait fait, ou peut-être qu'elle ne m'avait jamais vu du tout. J'avais tout donné, du temps, de l'énergie, de l'argent, de la loyauté. Non pas parce que j'avais besoin de contrôle, mais parce que je croyais à la nécessité de construire une vie ensemble. Je croyais que l'amour était un fondement, pas une décoration, que le soutien n'était pas une faiblesse et que le sacrifice n'était pas une monnaie à dépenser en guise de gratitude. C'était exactement ce que tu faisais quand tu t'en souciais. Mais à un moment donné, ils m'ont convaincu que ce que j'avais donné n'était pas réel, que ce n'était pas suffisant, que je n'étais pas assez. Alors j'ai saigné tranquillement jusqu'à ce que le saignement s'arrête, et quand je suis parti, ils n'ont pas pleuré l'homme, ils ont pleuré la perte de son utilité. Cette prise de conscience a été brutale, mais elle a aussi été libératrice, car lorsque tout s'est effondré, lorsque les cours ont cessé, les voitures ont disparu et les lumières se sont tamisées. C'est seulement alors qu'ils ont réalisé ce que je leur avais retenu, non pas parce que je voulais qu'ils échouent, mais parce que je devais arrêter d'échouer moi-même. Ils m'ont traité d'égoïste, mais ils n'ont jamais demandé ce que cela coûtait de donner constamment sans être vu. Ils m'ont traité de sans-cœur, mais ils n'ont jamais demandé combien de nuits je suis resté éveillé pour trouver comment les maintenir à flot. Ils m'ont traité de traître, mais ils n'ont jamais offert de loyauté en retour. Dans leur esprit, j'étais le problème, le faible, le fantôme, l'étranger, qui n'a jamais vraiment mérité une place à table, même après avoir acheté les chaises, préparé les repas et payé le toit par-dessus tout. Mais voici le problème avec les fantômes, nous ne hantons pas les vivants. Nous leur rappelons ce qu'ils ont enterré. Et ils m'ont enterré, morceau par morceau, sourire après sourire, facture après facture, jusqu'à ce que l'homme qui se tenait là à ce dîner ne soit plus moi, juste une coquille de qui j'étais, essayant désespérément de prouver sa valeur à des gens qui avaient déjà décidé qu'ils n'en avaient pas. Mais maintenant, j'étais l'homme qu'ils ont essayé de briser et ont échoué, non pas parce que je me suis battu plus fort, mais parce que j'ai arrêté de me battre pour eux et j'ai commencé à me battre pour moi-même. Je n'ai pas incendié leur maison, j'ai juste repris le petit bois. Je n'ai pas détruit la famille, j'ai juste arrêté de prétendre que nous n'en formions qu'un. Et quand le silence s'est installé, quand l'argent s'est tari et les dons ont cessé, ils se sont effondrés, non pas parce que je les ai ruinés, mais parce qu'ils n'ont jamais été entiers sans ce que je leur ai fourni. Je n'étais pas leur famille, j'étais leur fondation, et une fois partis, ils ont dû apprendre à marcher sans plancher. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence. Le thé était devenu tiède dans ma main, mais je ne bougeais pas. J'ai regardé la brume s'épaissir, la nuit s'alourdir et les lumières de la ville se brouiller derrière les fenêtres rayées. Mon reflet me regarda,
non pas avec regret mais avec reconnaissance. C'était l'homme qu'ils essayaient d'effacer, c'était l'homme qu'ils essayaient de rabaisser. C'était l'homme qui s'était éloigné, et c'était l'homme qui était finalement revenu à lui-même. La pluie s'intensifiait. Je suis resté assis et je l'ai laissé couler.